Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h de RTI 1 au sommaire de cette édition. La Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement ont signé cette semaine 2 accords de financement pour un montant global de 150 milliards de francs CFA. Ce sont 2 conventions qui concernent des projets prioritaires du gouvernement liés à l'éducation nationale, à l'insertion des jeunes et à l'accès à l'électricité. Quand la fin des incendies de marché en Côte d'Ivoire, ce matin encore, le feu a ravagé une partie du marché de Port-Bouet. Une quarantaine de conteneurs et box de vendeurs d'appareils électroménagers est partie en fumée. Le feu a pu être circonscrit rapidement avec les sapeurs-pompiers militaires, mais les dégâts sont énormes. Au Burkina Faso, après des semaines de réflexion et de rumeurs, les autorités ont annoncé hier de reporter sine die le principal rendez-vous du cinéma africain en raison de la pandémie de coronavirus. Normalement, l'édition 2021 du FESPACO devait se tenir du 27 février au 6 mars 2021. Au moment où la CEI prépare les prochaines législatives, l'institution enregistre de nouveaux arrivants. Ce sont Siaka Bamba et Doumbia Soumaïla. Les 2 impétrants ont prêté serment hier devant le Conseil constitutionnel au cours d'une audience solennelle. Ils sont maintenant aptes à intégrer la commission électorale indépendante. Le témoignage de Gabriel Zani. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance dans le respect de la Constitution et du Code électoral. Avant leur entrée en fonction à la commission centrale de la commission électorale indépendante, Siaka Bamba et Soumaïla Doumbia ont prêté serment devant les membres du Conseil constitutionnel conformément à la loi. La présente cérémonie a pour fondement la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante, laquelle loi dispose dans son article 7 qu'avant leur entrée en fonction, les membres de la commission centrale de la CEI prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Cette disposition est l'expression de la volonté du législateur d'appeler l'attention des impétrants sur le niveau élevé de la charge qui leur incombe en lien avec les enjeux électoraux. Siaka Bamba est désigné représentant du PDCI à la commission centrale de la CEI et Soumaïla Doumbia intègre la commission pour le compte du groupement politique GPPP. Il remplace Henriette Lagou pour achever son mandat en cours. Par cette prestation de serment, les impétrants viennent de se prêter à la nation ivoirienne et non aux partis politiques qui les ont désignés. Il s'agit généralement d'un rite oral par lequel on s'engage devant une institution, en l'occurrence ici, devant le Conseil constitutionnel. Ce serment vous recommande d'exercer votre fonction en toute indépendance, en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du Code électoral et à garder le secret des délibérations et des votes. Dire la vérité des urnes, rester discret sur les secrets des délibérations, pour ne citer que ses qualités de commissaire central de la CEI, Soumaïla Doumbia exprime le bien fondé de son engagement. C'est un engagement et un engagement est sacré. Et donc je voudrais rassurer le peuple de Côte d'Ivoire sur le caractère sacré de cet engagement que je remplirai, n'est-ce pas, comme étant un devoir vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Avec la prestation de serment de Siaka Bamba, le PDCI signe son entrée à la commission centrale de la CEI qui compte désormais 16 membres. Le président Alassane Ouattara avait pris une ordonnance pour modifier la loi sur la CEI en vue de permettre l'attribution des sièges dans cette commission aux partis de l'opposition dont la représentation au Parlement est la plus significative. La 46e session de l'Assemblée parlementaire francophone s'est achevée hier vendredi. Les parlements francophones face à la crise de coronavirus, perspective pour demain. Et voilà le thème de cette édition 2021. Coronavirus oblige. Cette réunion s'est faite par visioconférence. Abdoulaye Koné l'a suivi pour RTI 1. L'Assemblée parlementaire de la francophonie a pour la première fois réuni son assemblée plénière en visioconférence le 28 et 29 janvier. Cette 46e session a réuni plus de 350 participants issus de 46 sections de l'APF. La Côte d'Ivoire est largement en avance sur toutes les résolutions qui ont été adoptées aujourd'hui. Et pour notre part, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons fait
part de ce que nous avons comme préoccupation politique, préoccupation sanitaire et même économique aussi, afin que l'Assemblée parlementaire de la francophonie puisse en juger. Placés sous la présidence d'Amadou Soumaoro, les participants ont insisté sur l'importance d'agir concrètement pour le bien-être des populations francophones. Ils ont également fait part de leur détermination à accroître la portée politique de leur action sur la scène internationale malgré l'incidence de la Covid-19. Si nous, les parlementaires, représentants du peuple, nous ne sommes pas capables d'influencer les politiques, qui le fera à notre place? Sur le système sanitaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a estimé que les vaccins, qui devaient être les privilèges de certains pays, soient équitablement mis à la disposition des pays en développement, des pays les moins avancés. La 47e assise de l'APF se tiendra à Montréal en juillet 2022 si toutes les conditions sanitaires sont réunies pour la bonne tenue de la session. La Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement viennent de signer 2 accords pour un montant de 150 milliards de francs CFA. Il s'agit de financer plusieurs projets prioritaires du gouvernement dans les domaines de l'éducation nationale, de l'insertion des jeunes et de l'accès à l'électricité. Les précisions de Lancine Bakayoko. 86 milliards de francs CFA, c'est le montant du premier accord signé entre la Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement. Des ressources financières qui seront orientées vers les secteurs de l'éducation, de la formation et de l'insertion des jeunes. Dans les détails, on parle de la construction de 58 collèges de proximité, l'augmentation des capacités d'accueil de l'Institut polytechnique de Yamoussoukro. Nous voulons que tous les enfants puissent aller à l'école. Nous voulons, dans le sens de l'équité, permettre à tous les enfants, quel que soit leur lieu de résidence, de bénéficier d'une école de qualité, d'une éducation de qualité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entamé cette réforme qui permet de rapprocher l'école des apprenants. D'autres projets liés à la formation agricole sont concernés, notamment à Boaké et à Korogo. Le prestigieux lycée scientifique de Yamoussoukro devrait également retrouver des couleurs. D'un montant de 64 milliards de francs CFA, la seconde ligne de crédit est ouverte en faveur de l'énergie. Il s'agit de la construction d'une centrale solaire flottante de 20 MW, un centre de dispatching et 2 centres de conduite de distribution. Ce projet s'inscrit dans la stratégie globale d'accès à l'électricité pour tous. 185 localités devraient être raccordées au réseau électrique, au grand bonheur de 100 000 ménages. Ces infrastructures innovantes sont une étape supplémentaire vers l'atteinte des objectifs ambitieux que votre pays s'est fixés dans la lutte mondiale contre le changement climatique, qui est, vous le savez, également une des priorités du président Macron. Ces concours financiers montrent surtout la vitalité des relations politiques et économiques entre Paris et Yamoussoukro. Cette vitalité se mesure également à travers plusieurs autres domaines d'activité couverts par les interventions des contrats de désendettement et de développement d'un montant global de 1115 milliards de francs CFA, désormais complétés par des prêts souverains d'un volume global de 881 milliards de francs CFA. En effet, d'autres financements sont en cours de préparation, notamment dans le domaine de la santé et de l'agriculture. Et la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire se construit. Des grands projets d'infrastructures voient le jour. De nouvelles routes se construisent sur l'ensemble du territoire national. La construction immobilière connaît aussi une augmentation. Tous ces projets nécessitent du ciment. Le secteur enregistre aujourd'hui 400% de croissance. La dernière née des sociétés de ciment a été inaugurée récemment par le ministre du Commerce et de l'Industrie en présence de notre reporter Cheikh Kone Aboubakar. Cette unité industrielle flambant neuve est la 7e du genre dans le secteur de la cimenterie en Côte d'Ivoire. Mais sa particularité... Une société ivoirienne bâtie par des Ivoiriens pour des Ivoiriens. Cette cimenterie, détenue à 100% par des capitaux locaux, fait partie du consortium Atlantic Group de l'homme d'affaires Konedo Songui, bien connu du milieu des affaires tant nationales qu'internationales. Dans son intervention, le ministre Souleymane Diarra Souba n'a pas tari d'éloges
pour celui qui fut son ex-patron. Monsieur Dosongui, vous êtes une fierté pour la Côte d'Ivoire. Vous avez apporté une contribution notable à la promotion des cadres ivoiriens, dont je fais partie. Vous nous avez confié très jeunes de lourdes responsabilités dans nos domaines respectifs que nous avons assumés avec engagement, avec dynamisme et détermination, et cela sous votre leadership. Il a par la suite exprimé sa satisfaction face au dynamisme du secteur de la cimenterie, baromètre de la vitalité de l'économie nationale. Le secteur du ciment connaît aujourd'hui une évolution, je pourrais dire spectaculaire, avec une capacité nominale de production qui est passée de 2 400 000 tonnes en 2011 à environ 5 700 000 tonnes en 2017, puis en 2019 à 12 550 000 tonnes, soit une hausse de plus de 400% en peu de temps. Cette usine a nécessité un investissement de 60 milliards de francs CFA pour une capacité d'1,5 million de tonnes par an. 300 emplois directs et 1000 emplois indirects ont été créés. Le PAGEF, c'est le projet d'appui à la gestion économique et financière. Il a été lancé en 2017 et devrait prendre fin en décembre dernier. Son objectif, c'est d'optimiser la mobilisation des ressources budgétaires et de renforcer le cadre de gestion des dépenses publiques. Mais le coronavirus est passé par là. Le programme a connu des perturbations qui ont ralenti sa mise en œuvre. Il vient d'être prorogé pour une année encore. Clément Bocco. Les acteurs de la mise en œuvre du PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière, réfléchissent à l'élaboration d'un plan d'ajustement structurel pour atteindre leurs objectifs. Rappelons que le PAGEF, lancé en 2017 pour une durée de 3 ans, a connu un retard dans sa phase d'exécution à cause de la pandémie à coronavirus. Quand on commande des ordinateurs d'Europe, d'Asie, etc., il y a eu beaucoup de perturbations causées par la Covid. Ensuite, l'autre volet principal, ce sont des formations. Là également, vous avez vu qu'avec la Covid, compte tenu des mesures barrières, là également, à un moment même, les formations étaient totalement arrêtées. Bon, maintenant, ça reprend, mais dans des conditions plus compliquées. Vous avez les activités des consultants internationaux. Avec les contraintes de voyage également liées à la Covid, on a beaucoup d'experts qui ne peuvent plus voyager pour se déplacer jusqu'ici. Toutes ces difficultés rencontrées ont entamé l'aboutissement du programme. L'État a donc plaidé auprès du bailleur qu'est la Banque africaine de développement pour une prorogation du délai jusqu'à fin décembre. Le taux d'exécution physique, il est encore réduisant, mais encore le taux d'exécution financière, il est moins de 30%. Donc l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de réfléchir à comment faire les ajustements nécessaires pour que ce taux soit dans les limites acceptables. Puisque c'est un financement avec la BAD qui nous soutient, il serait donc dommage que nous passions à côté d'un financement qui permette d'améliorer toute la réforme des finances publiques. Durant les 3 jours que va durer cet atelier, les experts vont élaborer une feuille de route qui permettra au PAGEF de connaître une bonne exécution. L'objectif global du PAGEF est d'optimiser la mobilisation des ressources budgétaires et de renforcer le cadre de gestion des dépenses publiques. Voilà un an que le monde est sur le pied de guerre. Une guerre contre un virus, un microbe qui jusque-là semble plus fort. Il affecte, il tue, il plie l'économie, il met à genoux tous nos projets. Le coronavirus a encore emporté une vie ces dernières 24 heures. Un mort et 240 nouvelles infections. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 27 934 malades pour 152 décès depuis le 11 mars 2020. Ne baissons pas la garde, continuons de respecter les gestes barrières. Portons nos masques, lavons-nous les mains à l'eau et au savon. Maintenons 1 mètre de distance entre nous et les autres. Quel est le point hebdomadaire relatif à l'évolution de la pandémie en Côte d'Ivoire? Selon le ministre de la Santé qui était cette semaine à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le nombre de cas positifs a été multiplié
par 4 de décembre 2020 au 28 janvier 2021. Et le taux de positivité est passé de 2,9% du 14 janvier à 7,3% au 28 janvier 2021. Le témoignage de Sam Conan, notre correspondant à San Pedro. Pour ce point hebdomadaire sur l'évolution de la COVID-19 qui s'est tenue dans les locaux du CHR de San Pedro, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aoulé, avait à ses côtés le maire de la commune et le secrétaire général de préfecture. Le ministre Aka Aoulé a indiqué que de décembre 2020 au 28 janvier 2021, le nombre de cas positifs s'est multiplié par 4 dans notre pays. Une comparaison des mois de décembre 2020 et de janvier 2021 montre que la Côte d'Ivoire a enregistré respectivement 1169 et 4814 cas positifs. Comme on le voit, le nombre des cas positifs a été multiplié par 4. Quant aux décès, nous avons 5 en décembre contre 14 à la date du 28 janvier 2021. Une autre analyse des décès montre que du 22 au 28 janvier, c'est-à-dire en une semaine, nous avons enregistré 8 décès. Le taux de positivité moyen est passé de 2,9% en décembre à 7,3% en janvier 2021. La Côte d'Ivoire est passée du 25 décembre au 28 janvier 2021 de 251 cas actifs à 2001. Soit une multiplication par 8. San Pedro figure parmi les villes les plus touchées par cette pandémie de Covid-19, a souligné le ministre Aka Aoulé. À ce jour, 6 cas sont encore actifs, dont un est à Abidjan, donc il y a 5 à San Pedro, avec 27 cas suivis. Tous les cas actifs et les cas à contact sont confinés à domicile. J'ai le plaisir de vous dire qu'ici, il n'y a pas eu un seul décès. Pour éviter cette explosion épidémique, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte au renforcement des mesures barrières. Il convient de renforcer les mesures barrières, de limiter les déplacements non essentiels et d'éviter les rassemblements festifs et autres, mariages, grands rassemblements de prières, etc., pour tenter de reprendre le contrôle de l'épidémie en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a visité les locaux du site de prise en charge de San Pedro, qui s'équipe progressivement en attendant d'être fonctionnel en février prochain. Tant que ce virus ne disparaîtra pas, il va continuer de nous pourrir la vie, il va continuer de bouleverser nos agendas. Au Burkina Faso, par exemple, après des semaines de réflexion et de rumeurs, les autorités ont annoncé hier de reporter sine die le principal rendez-vous du cinéma africain en raison de la pandémie de coronavirus. Normalement, l'édition 2021 du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, devait se tenir du 27 février au 6 mars. Ce report est une décision du Conseil des ministres. Nous avons assisté cette semaine à une signature de partenariat entre les corps médicaux privés de Côte d'Ivoire et le Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur. C'est un contrat social entre deux entités, un contrat qui vise donc à sensibiliser ces structures médicales à s'acquitter des droits d'auteur pour les œuvres utilisées dans l'exercice de leurs fonctions. Eugène Atobé nous explique. Échange de paraffeurs entre le directeur général du Burida, Ouattara Karim, et 3 syndicats de professionnels de la santé exerçant dans le privé, moment solennel qui consacre le nouveau pacte social entre ces 4 structures. D'aucuns diraient, mais pourquoi prendre de l'argent aux malades qui souffrent déjà? Non, ce n'est pas de prendre de l'argent avec les malades, c'est plutôt contribuer à soigner les malades, car il est dit également que la musique est une thérapie. Le film est une thérapie, l'art en général est une thérapie, et ça soigne un certain nombre de maux. Les médecins, pharmaciens et cliniciens du privé s'engagent à soutenir l'œuvre des artistes en ce que la musique, comme toute œuvre de l'esprit, selon les praticiens, est une thérapie qui accompagne le traitement des patients. Le partenariat avec le Burida, c'est dans le cadre de la mise en application de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins. Pendant longtemps, cette question a été posée aux médecins dans des structures privées de santé. Elle a été longtemps conflictuelle
Il fallait sortir de cette situation de conflit, trouver un arrangement qui permette aux médecins de contribuer à l'amélioration de la situation des droits d'auteur pour les artistes de Côte d'Ivoire, sans toutefois entraîner des charges encore véritablement insupportables pour les établissements privés de santé. C'est une joie pour nous de pouvoir contribuer de façon ouverte, légale, à la vie de nos artistes. Le partenariat Burida, professionnel de la santé clinicien du privé de Côte d'Ivoire, est un autre pas que pose le Bureau ivoirien des droits d'auteur dans sa lutte contre la piraterie. Un acte bénéfique pour les artistes de Côte d'Ivoire, comédiens, musiciens ou artistes chanteurs, tous aujourd'hui souhaitent vivre de leur art. Les jours se suivent, les années se suivent et les incendies de marché se suivent en Côte d'Ivoire. Quelle en est la cause réelle? Bien malin qui pourra le dire. Tôt ce matin, aux alentours de 5h30, le feu a ravagé une partie du marché de Port-Bouët. Le feu a pu être circonscrit rapidement avec les sapeurs-pompiers militaires et une équipe de la CIR équipée d'un camion VPS-3. Grâce à cette promptitude, le pire a été évité. Le feu a été déclaré maîtrisé à 6h30. Quittons le feu. Allons-y à Minignan, au nord de la Côte d'Ivoire, aux frontières du Mali et de la Guinée. À Minignan, c'est le chef-lieu du Folon. La ville a été longtemps sinistrée, presque sous assistance respiratoire, mais aujourd'hui, elle respire mieux. Les populations y vivent mieux dans le plein épanouissement. Cela grâce notamment au programme social du gouvernement et au programme à impact rapide des régions. À Minignan, on dit merci à Alassane Ouattara. À l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, dans sa partie occidentale, une ville nommée Minignan. Près de milliers de kilomètres de parcours à partir d'Abidjan pour atteindre cette localité via Daloa, Gagnoua ou Korogo. Quelle que soit l'option choisie, le voyageur ne peut se soustraire de cette épreuve qu'impose le tronçon Oudéné-Minignan, long de 70 km, dernier point de route d'un voyage au bout du pays. Un véritable parcours du combattant aujourd'hui et hier, véritable calvaire. Pour les usagers de cette route menant à Minignan, habitants et personnes y ayant vécu ou passé un séjour, le souvenir de cette localité et ses réalités restent imprimés à jamais dans le livre de leurs souvenirs. Il y a de cela 5 ans, il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait pas un marché adapté pour la région, mais aujourd'hui c'est en train de changer. Quand vous dites à quelqu'un on vous a affecté à Minignan, on vous demande vous avez fait quoi. Il fallait décomposer, faire peut-être 4-5 jours pour arriver à Abidjan. Souvent il n'y a pas de logement. Mais aujourd'hui progressivement la situation est en train de s'améliorer. C'est un nouveau visage que Minignan présente aujourd'hui. Une transformation notable qui tient de la politique de décentralisation grâce à laquelle cette localité, au nom évocateur de nombreux manques, a été érigée en chef-lieu de région, formant avec le département de Kagnasso la région du Folon. Élu président du conseil, Cissé Sendou a mobilisé population, cadres et élus dans un creuset d'union avec pour slogan le développement participatif dans une optique de développement de Minignan, celui de toutes les sous-préfectures de la région du Folon et le progrès de leur population. Minignan a connu une transformation. C'est dû à l'effort de tous. Il y a un devoir qui est comme aux élus locaux, c'est d'écouter leur population, de ne faire ressortir que les besoins des populations. Nous devons faire plus de solidarité, nous devons poser plus d'actions concrètes, mais surtout des actions à impact rapide qui vont soulager les populations. Ici et là dans le Folon, les signes de progrès sont notables. Le changement est saisissant. Avant 2013, sur la quarantaine de villages que compte le Folon, seulement 4 étaient électrifiés. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 4 villages restent électrifiés et dans ceux qui se délectent encore de cette marque de progrès autant que les autres, notamment l'eau potable et la construction de marchés modernes et de toute autre infrastructure, à l'exemple de Sokoro, la population appelle les 4 élus à perpétuer les actions déjà entreprises. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est d'avoir un centre de santé. La Tiamba aujourd'hui compte près de 1000 personnes. Donc, s'il faut se déplacer à la Sokoro, bien à Bézou, aller faire des soins, vraiment, ça nous coûte énormément de problèmes. Les efforts honorables dans le domaine de la santé ne sont pas capitalisés par les populations
en termes de taux de fréquentation des structures sanitaires. Cela donne une impression de gâchis vu l'énormité des investissements dans ce domaine. Les examens bilans, quand on leur prescrit, elles ne les font pas. Comme on exige qu'elle vienne à l'hôpital, elle vient prendre son carnet, tout simplement, et elle va s'asseoir. Elle attend l'accouchement. Le jour de l'accouchement, quand tu lui demandes votre carnet, elle te donne le carnet pour te dire oui, je suis venue à l'hôpital, j'ai pris un carnet, mais tout ce que je suis, ça ne vient pas. Là, actuellement, elles sont beaucoup préoccupées à la maison. Elles n'ont pas le temps. Elles ne peuvent pas aller faire les travaux champêtres. Il n'y a rien de payant, tout est gratuit. L'accouchement est gratuit. Elles n'ont pas besoin de se faire examiner jusqu'à l'accouchement. D'un village à un autre, les signes indicateurs de développement et de progrès sont visibles. Le slogan « Développement participatif » prend tout son sens à chacune des sessions. Ces moments sont le cadre de détermination des actions à mener au bénéfice des populations. Outre les projets classiques, des besoins particuliers spécifiques sont pris en compte et exécutés. La plupart de ces projets sont des projets sociaux de base. Ce sont des dons octroyés par le président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre du projet Pays 2R, le programme rapide des régions. Notre grand bénéfice, c'est le collège de proximité. Nous venons à peine d'avoir une ambulance. Ils ont aussi renforcé le plateau technique du centre de santé. On se sent à l'aise, mais on entend encore plus. Et nous voulons aussi bénéficier de l'emploi jeune. Minignan et tout le Folon sont reconnaissants au président Alassane Ouattara qui y était en 2015 en visite d'État. Et pour cause, la route Odiéné-Minignan est en chantier pour son bitumage jusqu'au Mali via la localité de Tienko, dernière localité du Folon. Quitter Minignan pour Antenne Odiéné, c'était un calvaire. Tu décollais soit à 6 heures, peut-être c'est pour arriver à 15 heures à Odiéné, 70 km. Quand l'État dit qu'il travaille pour nous, vraiment c'est une réalité. Beaucoup de choses vont changer. On peut aller facilement au Mali, en Guinée, c'est déjà un ouf de soulagement. Pourtant, avant, on mettait des jours. Le chef-lieu de région du Folon affiche fièrement sa métamorphose. Son aspect rébutant d'hier a fait place à une ville pittoresque qui distille un parfum de modernité. Un festival initié et organisé par le Conseil régional du Folon pour la valorisation et la promotion des atouts touristiques, artistiques et culturels de cette partie du Denguélé, dans une perspective économique, mais surtout d'ouverture sur la Côte d'Ivoire et le monde. Minignan, locomotive du Folon, poursuit sa marche vers le progrès et le développement sur le temps consacré à l'espoir. Minignan, ou le symbole des progrès du Folon, un reportage signé Eugène Atobé, notre chef du service Société de la rédaction. Il y a du sport dans ce journal et c'est à la RTI que ça se passe. C'est parti pour les activités sportives. Le lancement a été fait hier par la Mutuelle des agents avec un tournoi à 4. C'était au stade de la haute fréquence dans l'enceinte même de la maison de la télévision. Quand on allie sport et travail, le secret du succès de la RTI. Pour cette reprise des activités sportives de la Musarti, la Mutuelle des agents de la RTI a voulu mettre les petits pieds dans les grands. Pour cette première journée, Abidjan City en jaune et bleu, évolue en 3e division, a battu Ayoka Unité en rouge et noir, 3-0. La Geste aussi a surpris la RTI sur ses installations, 1-0. Pour Alvor Assa à la tête de la Mutuelle, cette initiative vise à renforcer la fraternité au sein de la Maison Bleue. Au-delà du football, on aura la marche, on aura une compétition de pétanque, on aura une compétition de jeu de dames. Et puis le clou de tout cela, ce sera la Ligue des médias. Alors la Ligue des médias, ce sera quoi? Ce sera le Burkina Faso qui va venir, le Togo qui va venir, le Bénin qui va venir et la Côte d'Ivoire naturellement qui va accueillir ces différents pays. Je veux parler des télévisions nationales de ces pays qui viendront jouer avec nous ici. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, a réaffirmé son engagement à soutenir des initiatives du genre qui participent à l'éclosion de son personnel. Merci une fois de plus à la Musarti qui s'est alliée l'utile et l'agréable, faire en sorte qu'au-delà des micros, au-delà des équipements techniques, au-delà des véhicules et autres instruments de travail, eh bien, les agents de la RTI puissent avoir des moments de loisirs et de distraction. La finale est prévue le 5 février prochain. Plusieurs activités sportives sont prévues au cours de cette année.
Voilà ce qui explique notre rang de leader de l'audiovisuel. Arrêté le 22 janvier en Centrafrique avant d'être transféré aux Pays-Bas, Mahamat Saïd a comparu à la Cour pénale internationale où il est désormais incarcéré. Le milicien est suspecté de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il se dit disposé à coopérer. Il rappelle cependant qu'il est présumé innocent et qu'il a hâte d'être jugé. Nous avons hâte de vous retrouver. Nous, c'est toute l'équipe technique, toute l'équipe rédactionnelle. Aurélia, Drukula, Stéphane, Conan, Arlène, Poka, Kwadou, Patrice, Paul-Henri et tous les autres. Le tout sous la supervision de la chef des éditions, Michel Mambo. À demain, 13h, toujours sur RTI.